Où le combat est grand, la gloire l'est aussi. Ce sont les mots du poète Honorat d'Ouragan. Et quoi de mieux que cette déclaration pour aborder une rivalité mythique, ancienne de plus de 40 ans, dont les récits continuent de passionner aujourd'hui. Indéniablement, les deux hommes dont on va parler ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du tennis. Borg contre McEnroe, ce sont 14 confrontations, dont 4 en finale de Grand Chelem, qui se sont soldées par 7 victoires chacun. Maintenant, je vous propose de revenir une quarantaine d'années en arrière. Alors la France n'est pas encore championne du monde de foot, le tennis se joue avec des raquettes en bois, et la Coupe Davis existe encore. Ah, apparemment ça existe encore la Coupe Davis. Bref, voyons en quoi la rivalité Borg-McEnroe a permis au tennis d'atteindre une nouvelle dimension. Borg et McEnroe sont avant tout deux joueurs que tout oppose, autant du point de vue de la personnalité que du style de jeu. Si le Suédois fut nerveux dans sa jeunesse, il devint cet athlète discret et impassible, ne laissant transparaître aucune émotion sur le court. Mais pourquoi un tel comportement, me diriez-vous ? Bizarrement, lorsqu'il a 15 ans, Björn est un ado bien plus turbulent que les autres. Kyrgios à côté, c'est un bisounours. Et malgré cela, son entraîneur le sélectionne pour jouer la Coupe Davis en échange d'une promesse. On le surnomme ainsi Iceborg, et pour cause. Que Borg soit mené au score ou sur le point de remporter un tournoi du Grand Chelem, son visage manifeste toujours la même concentration, comme s'il était une machine. Une machine, c'est un autre surnom qu'on lui attribua, tant son jeu paraît mécanique et réglé au centimètre près. Il est en effet un excellent joueur de fond de court, capable de tenir de longs échanges et de tirer des passings parfaits lorsque son adversaire monte à la volée. Mais machallah, Björn Borg est aussi un précurseur. Il est un des rares de son époque à frapper son revers à deux mains, ce qui lui vaudra d'ailleurs pas mal de critiques pendant sa jeunesse. Il fait aussi partie des premiers joueurs à utiliser l'effet lifté, ce qui lui permet de faire rebondir sa balle plus haut et de repousser ses adversaires. Une personnalité unique, une manière unique de jouer, tout cela contribue à faire de Borg l'une des premières grandes célébrités du tennis. Il dispose d'une immense base de fans du monde entier, multiplie les sponsors et les apparitions à la télé. A vrai dire, chers amis, je crois que vous ne réalisez pas à quel point Borg est une resta. Donc je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Est-ce que vous voyez Djokovic, Nadal, Berankis ou encore Nelson Montfort ? Borg c'était pareil. Le monde du tennis n'avait Dieu que pour lui. Enfin presque que pour lui. A l'inverse du Suédois, John McEnroe pourrait être décrit comme un ouragan. Pour lui, insulter les arbitres et péter un câble après un point perdu est absolument normal. Il faut dire que dans les années 80, les débordements des joueurs sont bien plus tolérés qu'aujourd'hui. Plusieurs de ces accès de colère resteront d'ailleurs mythiques. L'Américain lui-même dira que cela vient de son esprit de compétition. Il affirmera aussi à propos de ses pétages de plomb « Parfois ça m'aide, ça me sert de stimulant. Quand j'éclate, j'essaie d'en tirer avantage. » Toutefois, McEnroe n'est pas qu'un bad boy, il est aussi doté d'un rare talent. Son jeu ultra offensif, essentiellement tourné vers la volée et reposant sur un toucher de balle exceptionnel, contraste avec la solidité de Borg. Son service, effectué dos au filet, et sa gestuelle simpliste lorsqu'il frappe des coups droits et des revers en fond de court, finissent de faire de lui un joueur au style particulier. Malgré les commentaires négatifs de la presse sur son tempérament, Johnny Mac est lui aussi une star mondiale, faisant les couvertures de plusieurs magazines. Dans un sens, ne pensez-vous pas que vous êtes un peu comme une vedette de rock ? Vous avez un peu cette image, vous parcourez le monde comme une célébrité, on vient assister au spectacle McEnroe. Dans un sens peut-être. J'imagine que je ne corresponds plus à l'image du joueur de tennis classique d'il y a 10 ans, qui se contentait de jouer au tennis. Je crois qu'on peut dire en effet que je suis devenu une personnalité. Chaque duel entre les deux joueurs fascinait tant ils étaient différents. Un gaucher contre un droitier, le feu contre la glace, la magie contre le contrôle, le fan de burger contre l'amateur de saumon, la grande gueule contre le muet. À propos du comportement d'ailleurs, la seule différence entre le Suédois et l'Américain vient du fait que McEnroe n'hésite pas à laisser exploser ses émotions, tandis que Borg les garde au fond de lui. Quand je manque un point facile, je ne montre rien. Et les gens se disent, il ne pense même pas au fait qu'il vient de perdre un point. Mais sous des dehors impassibles, je boue littéralement à l'intérieur. Seulement je ne veux pas le montrer. Les deux joueurs partagent néanmoins un caractère parfois obsessionnel. Celui-ci est plus qu'évident chez Borg. Le Suédois est pétri de superstitions loufoques. Avant d'utiliser des raquettes, il marche sur les cordages pour s'assurer que leur tension est bonne. Et pire, lorsqu'il dispute Wimbledon, il porte toujours les mêmes tenues, loue toujours la même chambre,
autorise ses parents à venir seulement une fois sur deux pour le voir et les force à garder les mêmes vêtements pendant le tournoi. McEnroe est tout aussi perfectionniste. Pour beaucoup, son tempérament de feu vient du fait qu'il est un éternel insatisfait qui rêve que tous ses coups soient parfaits. Le moindre faux pas peut le frustrer. Et malgré tout ce qui les sépare, Borg et McEnroe sont très amis en dehors du terrain. Avec Vitas Gerulaitis, qui est un autre grand joueur de l'époque, ils ont pour habitude de voyager ensemble et de se retrouver dans les boîtes de nuit de New York. Borg fut même le témoin de mariage de McEnroe, et longtemps après leur retraite, ils continuaient encore à partir ensemble en vacances. Les deux joueurs s'affrontent pour la première fois en 1978 à Stockholm, sur les terres de Borg. La première fois qu'ils s'étaient vus, c'était en 1971, lorsque Borg jouait l'US Open Junior et que McEnroe était ramasseur de balles. Cependant, ce jour-là, c'est bien Borg qui ramasse les balles. McEnroe fait parler son talent et domine. Il faut reconnaître que la surface rapide sur laquelle se joue le match avantage le jeu offensif de l'Américain, mais qu'importe. En ce 12 novembre 1978, John McEnroe, 19 ans, triomphe de Borg sur le score de 6-3, 6-4 et lance une des plus belles rivalités que le tennis n'ait jamais connues. Lors de leur deuxième rencontre à Richmond l'année suivante, McEnroe s'envole au premier set et se procure 8 balles de match. Et 8, imaginez, c'est un peu comme mon QI. Bien qu'il ait mené 6-2 dans le tie-break de la deuxième manche, l'Américain finit par s'incliner contre un Borg impérial dans les moments chauds. D'ailleurs, cette capacité à bien jouer lors des points importants, on la retrouve chez beaucoup de grands joueurs, et Borg et McEnroe ne font pas exception. Allen Fox, qui est un ancien joueur des années 60, dit de McEnroe « Il peut résister, ce qui est rare pour son âge, aux pressions les plus impitoyables ». En effet, il lui arrive souvent de renverser des situations très délicates, comme cette fois en 1979, en finale des Masters de 1978, où il bat Arthur Ashe après avoir sauvé 2 balles de match en se précipitant au filet. Mais comment peut-on faire preuve d'un tel sang-froid ? Pour Allen Fox, c'est comme si McEnroe était indifférent au danger et à l'idée de destruction imminente. Jusqu'à fin 1979, lui et Borg s'affrontent 6 fois et se battent chacun leur tour. À partir de 1980 cependant, leur rivalité prend une toute autre dimension. Ils se rencontrent d'abord en demi-finale des Masters. McEnroe break le premier dans la première manche et se procure une balle de 7 à 5-3. Il prend l'ascendant dans le point, monte au filet et n'a plus qu'à frapper un petit smash pour s'adjuger le set. Ça y est, il va lui victimiser sa race en tabarnak, auraient pu se dire les spectateurs à cet instant. Mais que nenni, l'Américain manque son smash et permet à son adversaire de remonter à 6-6. Facile là, McEnroe, alors qu'il avait exécuté un lob absolument super. McEnroe finit par remporter le tie-break, mais Borg remporte les 2 sets suivants et le match sur le score de 6-7, 6-3, 7-6. Probablement le plus beau match auquel il m'est été donné d'assister à ce jour. C'était un reportage d'Hervé Dutu et de François Geoffray. À vous, Paris. Mais ce match disputé n'est rien en comparaison de ce qui se profile. Lors de l'édition 1980 du prestigieux tournoi de Wimbledon, Borg et McEnroe, qui sont numéros 1 et 2 mondiaux, se retrouvent en finale pour leur premier affrontement en Grand Chelem. Borg vise un 5e sacre dans ce tournoi, alors que son rival chasse un premier titre. Dans un tournoi où la bienséance est très importante, les crises de McEnroe sont très mal vues. La presse anglaise le décrit comme un, je cite, sale morveux. A l'inverse, le Suédois, vainqueur des 4 éditions précédentes, est adoré par tout.te.s. Bien qu'il ait un jeu de fond de court, il est capable de s'adapter au gazon, une surface très rapide, en se montrant plus offensif. Lorsque les joueurs entrent sur le court, Borg est chaleureusement applaudi tandis que McEnroe est hué. Mais il n'en a que faire. Le match commence et le tenant du titre est gêné par le service et le jeu offensif de McEnroe. Celui-ci prend même les devants et remporte le premier set 6-1. Animé par un sursaut d'orgueil, Borg réagit. Il entame la deuxième manche en gagnant sa mise en jeu. Les deux joueurs tiennent bon jusqu'à 6-5 pour le numéro 1 mondial. McEnroe sert alors pour arracher un tie-break, mais Borg est irréprochable. Il remporte le jeu et la deuxième manche. Bien qu'il ait eu des difficultés à remporter sa mise en jeu à plusieurs reprises,
C'est bien lui qui s'adjuge le set en sublimant son jeu au moment le plus important. C'est qui le patron? C'est moi. Et dans le troisième set, Borg poursuit sur sa lancée. Il break son adversaire d'entrée pour mener 3-0, puis gagne le set sur le score de 6-3. Il n'est alors plus qu'à une longueur d'un 5e titre à Wimbledon. À 4 partout dans le 4e set, Borg fait le break pour mener 5-4 et servir pour le titre. Il mène 40-15 et s'octroie donc 2 balles de match. Ça y est, il va le faire, aurait pu se dire un observateur de l'époque. Ça aurait été logique, mais McEnroe en décida autrement. Il sauve la première balle de match d'un magnifique passing gagnant, puis la deuxième avec une magistrale volée de coup droit, avant de recoller à 5-5 puis d'arracher un tie-break. Le stade retient son souffle. À 6-5, Borg obtient une troisième balle de match, mais McEnroe l'écarte. Et la chanson va se répéter. Borg aura en tout 5 balles de match dans ce tie-break, et toutes seront sauvées par l'Américain. Dans un combat acharné, les deux joueurs arrivent à un score de 16 partout. L'atmosphère est irrespirable sur le court central, et les spectateurs sont conscients qu'ils assistent là à un duel entre deux artistes au sommet de leur art. C'est finalement McEnroe qui remporte le jeu décisif sur le score de 18-16 après avoir eu 7 balles de 7. Les joueurs vont s'asseoir et laissent le monde entier réaliser ce qu'il vient de se passer. Borg a raté 7 balles de match, comment peut-il se relever après ça? Des années plus tard, il déclare d'ailleurs « J'étais au fond du trou en allant m'asseoir près de l'arbitre, j'étais abattu, triste, frustré, j'étais convaincu que le match m'avait échappé. » Désormais c'est sûr, une page de l'histoire est en train de s'écrire aujourd'hui. Soit le roi sera renversé par un prodige plus fort que lui, soit il démontrera toute sa force, toute sa résilience pour s'imposer face à la fougue de son adversaire. Le 5e et dernier set commence et Borg ne faiblit pas. Les joueurs gagnent leur jeu de service successivement, mais il faudra bien que l'un des deux break car il n'y a pas de tie-break dans la 5e manche. À 7-6 pour le Suédois, McEnroe sert pour rester dans la rencontre. Dans ce jeu, il enverra 2 volées dans le filet car il était gêné par les passings de Borg. Aussi, le numéro mondial réussit 2 coups gagnants, parvenant enfin à conclure la rencontre sur le score de 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6. Ce match est incontestablement le plus mythique de la courte rivalité entre Borg et McEnroe. Où le combat est grand, la gloire l'est aussi. C'est sûrement pour ça qu'encore aujourd'hui, le duel de Wimbledon 1980 semble inscrit dans les mémoires. Il a permis à Borg de prouver sa force d'esprit et à McEnroe de rappeler au monde entier que, bien plus qu'un enfant turbulent, il était un prodigieux joueur de tennis. McEnroe prend même sa revanche sur Borg en finale de Wimbledon l'année suivante et remporte ce tournoi à 3 reprises dans sa carrière. Bon, Borg a très clairement dominé le tennis pendant plusieurs années, mais il existe un trophée qu'il n'est jamais parvenu à conquérir, celui de l'US Open. Il perd 2 fois en finale face à Connors en 1976 et 78, et 2 autres fois contre McEnroe en 80 et 81. En 1980, quelques semaines après la finale de Wimbledon, Borg et McEnroe se retrouvent en finale à New York. Mais le contexte est complètement différent. À New York, McEnroe joue à domicile et est le tenant du titre, tandis que Borg court encore après son Graal. Encore une fois, leur style de jeu très différent crée un match magnifique. McEnroe se jette systématiquement à la volée, et Borg arrive à le gêner grâce à ses passings aiguisés. Et c'est le Suédois qui commence le mieux. À 2 reprises, il sert pour remporter la première manche, mais à chaque fois McEnroe débreak. L'Américain finit par remporter le set au tie-break et remporte le deuxième 6-1 en profitant d'un Borg amoindri. Dans le 3e set, les deux hommes se retrouvent au tie-break, mais c'est cette fois le tenant du titre qui craque en ratant plusieurs volées. Le set suivant est tout aussi serré, mais Borg s'en sort grâce à un break à 6-5 après avoir sauvé une balle de break dans le jeu précédent. Le 5e set s'annonce palpitant. McEnroe, qui avait connu un début de match fulgurant, montre des signes de fatigue et de nervosité. Il est en difficulté sur ses jeux de service, ce qui laisse croire à une victoire de Borg. Pourtant, à 3-3, c'est bel et bien l'Américain qui break son adversaire pour prendre les devants dans la manche. McEnroe résiste et remporte son 2e titre du Grand Chelem face à un Borg dépité en ça. La finale de l'US Open 1981 est la dernière confrontation entre les deux joueurs. Encore une fois, c'est le Suédois qui commence le mieux en remportant le premier set 6-4.
mais McEnroe réplique en infligeant un 6-2 dans la deuxième manche. Dans le troisième set, Borg prend le break et semble bien placé pour reprendre le dessus sur son adversaire. Mais à 4-3, McEnroe sort un jeu de retour incroyable. Avec notamment 2 passings et un lob gagnant, il débreak et enchaîne en reportant le set 6-4. Le quatrième set tourne rapidement en la faveur de l'américain, qui break à 3-2 et remporte le match. McEnroe annihile alors les espoirs de titre de Borg à l'US Open. Malheureusement, après sa défaite en finale de l'US Open, Borg ne rejoue presque plus. De plus en plus, il ressent un manque de motivation et perd sa haine de la défaite qui l'animait tant. Dans une interview à l'Express, il évoque ses 2 défaites en finale de Grand Chelem contre McEnroe en 81 et explique « Je sais que cela paraît fou, mais je n'ai absolument pas été déçu. De retour au vestiaire, je n'étais pas triste, c'était étrange. Lorsque je suis rentré à l'hôtel, je n'ai plus repensé à la défaite. J'ai alors réalisé que quelque chose ne tournait plus rond. Ce scénario s'est répété à l'US Open quelques mois plus tard. Après la victoire de John McEnroe, j'ai directement filé à la maison que je possédais alors à Long Island. J'ai sauté dans la piscine comme un vacancier. Là, en me prélassant, j'ai réalisé que la motivation n'était plus là. Ce jour-là, âgé de 25 ans, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Décision que je n'ai jamais regrettée. J'avais été numéro 1, devenir numéro 2 ne m'intéressait pas. John McEnroe fut extrêmement déçu lorsque le Suédois annonçait sa retraite, alors que leur rivalité atteignait des sommets. Le jeune retraité déclare d'ailleurs « John a campé 2 jours entiers dans ma chambre pour me convaincre de ne pas arrêter. » Chers amis fans de maths, c'est l'heure du point statistique sur la rivalité Borg-McEnroe. Le head-to-head est à 7-7. Sur dur, McEnroe mène avec 3 victoires contre 1 pour Borg. Ils sont à 1 victoire partout sur gazon, et Borg mène 5-3 sur moquette indoor. D'ailleurs, pauvres fans de tennis que nous sommes, nous pouvons je pense regretter l'absence de rencontre entre les 2 joueurs sur terre battue. C'est John McEnroe qui était le meilleur lors de leur rencontre en finale de Grand Chelem, puisqu'il en a gagné 3 et perdu 1 seulement. Le Suédois a remporté 11 titres du Grand Chelem, dont 6 Roland Garros et 5 Wimbledon, alors que McEnroe en comptabilise 7, 3 Wimbledon et 4 US Open. Chers amis fans de maths, c'était le point statistique, merci de l'avoir suivi. À cause de la retraite prématurée du Suédois, la rivalité Borg-McEnroe fut courte mais intense. Ce qui fascina avant tout, c'était l'opposition de style qu'ils proposaient. Et c'est pas anodin, dans les années qui ont suivi leur rivalité, le public s'est souvent passionné pour des rivalités qui opposaient 2 joueurs aux forces différentes. Sampras Agassi, Federer-Nadal, Graf Seles ou même Grammatikopoulou contre Gavrilova. Après un retour raté sur le circuit en 1982, Borg ne rejoue presque plus au tennis. De son côté, Johnny Mac joue son dernier match de simple en 92. Borg contre McEnroe, c'est la première rivalité du tennis à passionner le monde entier. Soyez sûr que le public de l'époque était plus que friand de leurs affrontements spectaculaires. Sans doute les 2 joueurs ont-ils inspiré des milliers de jeunes au vu des audiences monstrueuses qu'obtenaient leurs matchs. Leur rivalité a rendu leurs histoires individuelles éternellement liées l'une à l'autre. Les 7 grands chelems de McEnroe auraient-ils autant de valeur si 3 d'entre eux n'avaient pas été gagnés contre celui qui a longtemps été considéré comme le plus grand joueur de tous les temps ? Peut-être pas. Quant au sacre de Borg à Wimbledon en 80, il ne fait que rendre hommage à l'immense champion qu'il était. Quoi qu'il en soit, l'histoire du tennis se souviendra longtemps de ces 2 titans qui ont animé les foules pendant des années.